Pourquoi il faut regarder Alice in Borderland? J'ai comme beaucoup de monde aimé la série Squid Game, même si les saisons opportunistes qui ont suivi étaient en deçà de la qualité de la saison 1. J'avais regardé il y a 2 ans l'épisode 1 de Alice in Borderland et j'ai décroché, me disant que je n'étais pas le public pour ce genre de création. Ça me semblait trop trash et conçu pour un public ado. Mon fils, pas encore sorti de l'adolescence à cette époque, m'avait pourtant vanté les mérites de cette Squid Game sous adrénaline. Mais ça m'a juste conforté dans ma première impression, série pour jeunes gamins en déficit d'attention. Mon fils a fini par me donner l'argument massue. La saison 2 a réussi un level up et la 3e s'annonce encore meilleure. Moi qui suis habitué aux belles de régime sur les séries et les films, ça a piqué ma curiosité. Donc j'ai commencé à regarder il y a un mois. Voici donc ce que j'ai pensé des 2 premières saisons de Alice in Borderland. Tout d'abord, il ne faut pas s'arrêter au titre comme je l'ai fait. Cette série n'a rien à voir avec Alice in Wonderland ou Alice au pays des merveilles en français. Et pour continuer les comparaisons, cette série est un cran au-dessus de Squid Game, avec laquelle elle partage le concept du Battle Royale. Là où Squid Game tire ses références de Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick et des jeux d'enfants coréens et concentre sa critique sur l'argent du capital et les inégalités sociales, et donc est resté ancré dans la réalité. Alice in Borderland est à l'origine un manga de Haro Azo, et l'influence manga est dans l'ADN de la série, ne serait-ce que dans l'allure de certains personnages comme Shuntaro Shishiya et l'iconisation de certains antagonistes comme le roi de pique dans la saison 2. Mais les vraies références sont ailleurs. La culture japonaise étant beaucoup influencée par le cinéma américain, l'intégralité du concept est basée sur un jeu de cartes comme dans les casinos de Las Vegas, et le titre de l'œuvre, comme le nom de certains personnages, est inspiré par Alice au pays des merveilles, même si la référence s'arrête là. La saison 1 reprend des références comme le film The Game de David Fincher ou The Cube dès l'épisode 1 de la saison 1. D'ailleurs, ce dernier a eu un remake japonais. La boucle est ainsi bouclée. Une autre référence importante, le film reprend des concepts de films d'invasion extraterrestre avec les lasers qui tuent venant du ciel. Et certaines scènes de villes vides reprennent les mêmes mimiques filmiques que 28 jours plus tard de Danny Boyle ou Je suis une légende avec Will Smith. Et ceci n'est qu'un aperçu de la richesse des références présentes dans cette série. Bien sûr, régurgiter des références ne fait pas un bon film ou une bonne série, n'est-ce pas Space Jam 2? Mais comme dans Ready Player One ou dans un Tarantino, ici la référence vient renforcer la thématique sans sortir le spectateur du récit. D'ailleurs, parlons-en du récit. Je m'attendais, vous l'avez compris, à un truc basique, immature et sans originalité. Une sorte de fast-food filmique pour binge-watcher compulsif. Mais force est de constater que Alice in Borderland a une qualité d'écriture impressionnante, sûrement présente dans le matériau de base, le manga qui mériterait probablement que j'y jette un coup d'œil. La saison 1 est un enchaînement de jeux, souvent en huis clos, avec en toile de fond la quête de la vérité sur l'univers lui-même et l'exploration de structures sociales avec les clans, les amitiés, le rapport à la confiance et la trahison ou l'influence de l'absence de règles sur les comportements criminels des gens normaux. Qui dit enchaînement ne dit pas forcément répétition. Et je parle pas là de la variation des jeux ou de leur originalité, mais la variation et la richesse des thèmes abordés et des situations qui évoluent au fur et à mesure de la progression du personnage principal, Harisu, et sa compréhension du monde qui l'entoure. La série impressionne aussi par sa façon de surprendre les attentes du public. Ainsi, contrairement au cinéma occidental classique, dans cette série et dans le cinéma asiatique en général, on n'hésite pas à tuer le père de famille en laissant les jeunes insolents survivre. Et les morts s'enchaînent jusqu'à l'écœurement, ce qui fait que personne n'est vraiment à l'abri. Dans la saison 2, la série a pris une toute autre envergure. Les cartes numérotées étant toutes tombées, on passe aux figures. Le terrain de jeu devient plus grand et les joueurs jouent contre des antagonistes appartenant au monde dans lequel ils ont atterri. L'écriture scénaristique monte aussi en qualité et chaque jeu devient un film à part entière. Épisode 1, l'avènement du roi de pique ressemble à la scène iconique de la fusillade de Heat, le chef-d'œuvre de Michael Mann. Le jeu contre le roi de trèfle est brillant par sa construction et la séquence du jeu de confiance-trahison dans la prison n'a rien à envier au meilleur long-métrage du genre. On peut regarder chaque jeu sans regarder le reste de la série et prendre un plaisir immense en le regardant. Bien évidemment, la série n'est pas exemptée de défauts. La morale qui fait que celui qui tue une centaine de personnes la veille soit absous ou au minimum compris dans ses raisons un épisode après, où le rapport à la mort cru et distant de la série montre un dédain pour la vie humaine qui est questionnable. Mais ceci ne diminue en aucun cas ma hype pour la saison 3 qui commence aujourd'hui.